Mesdames, Messieurs, au nom de l'Académie des sciences, inscription et belles lettres, je suis heureux de vous accueillir, de vous souhaiter la bienvenue pour cette séance qui va faire intervenir un duo de choc de notre Académie. Alors, sur un sujet qui était magnifiquement illustré dans l'affiche qui a été diffusée, entre autres par la réplique de l'expérience historique de Fleming, qui a conduit à la découverte de la pénicilline, et donc le thème est donné. Et ce thème, il va être traité donc par deux académiciens. Celui qui interviendra en second est le professeur Max Lafontaine, qui a été directeur de recherche INSERM, qui a marqué la recherche toulousaine à deux titres. D'abord, c'est lui qui a conduit à la structuration de la recherche sur tout le CHU de Rangueil. Il y a à l'heure actuelle un institut dont il a été l'initiateur, le pionnier, le premier directeur, et qui fonctionne à des niveaux d'excellence dans le domaine de la recherche cardiovasculaire et métabolique. Et tout ça, c'est lié à son activité de recherche propre, puisqu'il a introduit sur la place toulousaine un sujet de recherche qui concerne le tissu adipeux. Plus spécifiquement, il vous expliquera, puisque je crois qu'il va beaucoup s'inspirer de son propre parcours, la lipolyse, c'est-à-dire le mécanisme par lequel on dégrade les graisses que l'on a stockées lorsqu'on en a besoin, et avec toutes les applications que l'on peut trouver dans l'obésité. Et donc on va avoir des témoignages de sérendipité apportés par Max Lafontaine. Et puis, le premier intervenant est un professeur de l'université Jean Jaurès, qui est aussi membre de l'Institut universitaire de France, c'est-à-dire cet institut sans mur qui reconnaît les meilleurs de nos universitaires. Lui, c'est un professeur de littérature et langue française, plus spécifiquement du XVIe siècle, très impliqué dans tout ce qui concerne la Renaissance. C'est un spécialiste de Montaigne et de la Boétie, et j'ai lu quelque part dans son CV qui était diffusé qu'il est un spécialiste également des liens entre littérature et savoir au moment de la Renaissance. Alors, en pensant à ce que j'allais dire aujourd'hui, je me suis quand même posé la question, est-ce que sérendipité, que j'ai découvert moi à travers la littérature anglo-saxonne, est reconnue par notre Académie française? Apparemment, c'est le cas depuis 2014, même si ils essaient de promouvoir un synonyme qui serait fortuité. Et les Canadiens, dans leur défense de la francophonie, sont encore plus, pas agressifs, mais beaucoup plus actifs dans le fait qu'ils conseilleraient de ne pas utiliser sérendipité, mais directement fortuité. Mais je pense qu'Olivier Guerrier va nous donner des arguments, de nature même à la limite de la poésie, pour dire que sérendipité est plus qu'un mauvais anglicisme. Et donc nous allons l'écouter avec plaisir, et je crois que cette séance, elle va illustrer parfaitement ce qui concerne le cœur de notre académie, qui fait se rencontrer des littéraires et des scientifiques, avec beaucoup de synergie, beaucoup de fertilisation croisée, et aujourd'hui ça va se faire en direct, et j'imagine pour notre plaisir à tous. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite, et je remercie d'avance les deux intervenants. Merci, Monsieur le Président. Alors, vous tendez la page pour mon petit préambule, parce que ce que je voulais dire, c'est que ce n'est pas la première fois que j'interviens dans ce cadre-là, au titre d'un peu d'historien de service, historien des formes, disons des représentations, parce qu'en octobre 2021, on a fait quelque chose qui s'intitulait Eucharistie expérimentale, avec mon autre confrère et ami, Christian Joachim. Bon, alors je remercie Max aussi de sa confiance. Le hasard faisant sans doute bien les choses, à ce moment-là, j'avais d'ailleurs j'avais fait une petite historique très rapide de l'atomisme. Alors justement, il était déjà question de hasard, il va être un peu question de hasard encore ici. On va remonter un peu en arrière et puis on va aller voir un petit peu pourquoi la sérendipité en réalité. Donc je vous propose une petite fresque historique, un rebondissement, il y aura 5 temps, qui illustre d'ailleurs quelque peu, par la forme qu'elle prend, par le dispositif qu'elle convoque, le processus même qu'elle décrit. Et on va commencer au moment de l'apparition du terme. En fait, c'est le terme anglais qui apparaît le premier, c'est l'hypothétique. Donc je commence en fait plus ou moins par sa fin. Je vais un petit peu déborder, mais le moment Walpole, si je puis dire, Horace Walpole, dont je vais parler dans une seconde, est un peu le point nodal de mon intervention. Je déborderai un petit peu en aval, mais je vais surtout en fait aller en amont.
Bon, alors donc on se situe au milieu, grosso modo, du XVIIIe siècle, avec ce romancier qui écrira un peu après l'épisode dont je vais vous parler, Le Château d'Otrante. Il est connu pour ça, c'est un roman gothique en 1764. Il est par ailleurs critique à ce titre de la philosophie rationaliste des Lumières et du scientisme de son temps. C'est pas sans intérêt justement pour ce qu'on va dire. Il défend ainsi l'idée que l'imagination, en tant que forme de l'expérience humaine, joue un rôle structurant dans l'invention. Alors c'est dans une lettre en 1754, écrite à un autre Horace, qui s'appelle Horace Mann, qu'il raconte qu'en recherchant dans un vieux livre d'armoirie vénitienne, il a utilisé un talisman pour découvrir un lien entre les familles Médicis et Capello, famille vénitienne, et on atteste d'une Bianca Capello, une dame vénitienne de la Renaissance, qui a été la maîtresse de la seconde épouse du duc François Ier de Médicis. Et il enchaîne ainsi. Alors vous avez le texte anglais, sur lequel je m'appuie un peu après, enfin pour certains de ces éléments, mais on va lire le texte français, c'est ma traduction. Cette découverte, je l'ai faite par un talisman que M. Schiut appelle les sortes Walpoliniae, pardon, c'est en latin, par lequel je trouve tout ce que je veux à point nommé, dans quelque direction que je cherche. Cette découverte, en effet, est à peu près de ce genre que j'appelle sérendipité, mot très expressif que, n'ayant rien de mieux à vous dire, je vais m'efforcer de vous expliquer. Vous l'entendrez mieux par son origine que par sa définition. J'ai lu une fois un conte idiot appelé Les Trois Princes de Sérendip. En voyageant, leurs altesses faisaient sans cesse des découvertes, par accident et sagacité, de choses dont elles n'étaient pas en quête. Par exemple, l'un d'eux découvrit qu'une mule borgne de l'œil droit avait suivi dernièrement le même chemin parce que l'herbe avait été mangée uniquement sur le côté gauche alors qu'elle y était plus maigre, l'herbe, que sur le côté droit. Alors on va retenir un certain nombre de choses. D'abord, que le terme surgit dans un univers lettré au sens très large, de collectionneur. Et on va voir que d'ailleurs en amont, parce qu'il y a évidemment des étapes antérieures, c'est plutôt l'univers, disons, des lettres, au sens large, qui s'empare, disons, de ce terme. C'est la première des choses. Ensuite, le texte anglais comporte l'expression, donc, by accident and sagacity, accident et sagacité, soit un mélange d'aléatoire et de clairvoyance, de hasard et de disposition humaine. Pour Walpole, la sagacité est du côté de la raison, tandis que le hasard procure un espace de liberté favorable à l'émergence d'idées incitantes, pas forcément cherchées. Mais on le notera, il n'y a pas d'intention au départ chez les princes, parce que du coup, il cite le conte idiot, un peu bébête en fait, qui contient l'expression dans son titre même, et cet épisode qui va être récurrent dans notre affaire, de cette mule qui deviendra un chameau, il y aura toutes sortes d'animaux, en fait, il y aura des métamorphoses. Alors donc il forge alors le terme serendipity, dont c'est la première attestation. Mais les lettres de Walpole, et celles-ci entre autres, me paraissent en 1833, c'est-à-dire bien plus tard, donc on aura accès à ce terme bien après. En attendant, le terme anglais est attesté dans le Century Dictionary en 1909 et l'Oxford English Dictionary en 1912. Il faudra près de 2 siècles à la variance adjectivale anglaise, serendipitous, pour être utilisé en anglais aux alentours des années 40. Justement, ça va être mon seul excursus, et je m'excuse auprès de Max parce que c'était plutôt son territoire, dans la modernité, si je puis dire. On va là aller un peu après, postérieurement, pour parler justement des années 40, parce que c'est un moment charnière important, 1940. En gros, si vous voulez, c'est le moment où ce que je disais de la présence du terme dans un univers lettré au sens large va être véritablement, va s'infléchir en direction d'une présence dans le monde scientifique, des sciences dures, des sciences humaines et des sciences dures, disons. Alors, un nommé Walter B. Cannon, qui est un psychologue américain de la Harvard Medical School, introduit officiellement la notion de serendipity en 1940 dans les milieux scientifiques avec la publication d'une conférence sur The Role of Chance in Discovery. Selon lui, la serendipity n'échoit qu'à l'esprit préparé, ce qui est peut-être une reprise de la formule célèbre de Pasteur, le hasard ne favorise que les esprits préparés. Bon. En 1946, Robert King Merton, qui est co-auteur de cet ouvrage que je devais présenter en fait dans un flyer final, mais tant qu'on y est, le voici, parce que je le présentais à la fin pour des questions de bibliographie et parce que il est co-auteur en 1960 de cet ouvrage-là, donc
The Travels and Adventures of Serendipity, mais qui sera publié 40 ans plus tard, comme vous voyez, en 2004. Alors c'est un sociologue, ce Merton, après être tombé sur le terme par hasard, dit-il, lors de sa thèse de doctorat en 1933, il propose à ses confrères de Harvard le concept de Serendipity Pattern pour caractériser la méthode empirique, soulevant lui aussi la question du rôle du hasard dans la découverte scientifique. Alors, les spécialistes disent, il y a des études évidemment sur ce savant important, ils disent que finalement la notion elle met un rôle épistémologique, mais c'est autobiographique finalement chez lui. Bon. Par la suite, et ça Max va beaucoup plus le détailler, on trouvera encore par exemple, pour reprendre ce que M. le Président disait tout à l'heure de fortuité, on trouvera justement fortuité chez les Québécois, c'est là que ça surgit d'abord, et puis dans le mal français en 1976, entre autres, Alain Perfit désignera par effet sérendip aussi bien la découverte heureuse que son inverse d'ailleurs, colorant quelque peu négativement la notion. Surtout pour notre perspective qui va maintenant remonter le temps, et je reviens à Walpole, préférant donc la généalogie, à la définition, l'expression anglaise c'est better by the derivation than the definition, comme si cela se saisissait mieux finalement par expérience, par cas, par récit, que par conceptualisation. Walpole fait référence à un conte, donc les trois princes de Serendip, et à un épisode spécifique de celui-ci. Entre parenthèses, donc, Serendipity, c'est donc une antonomase du point de vue des figures de style, c'est-à-dire la transformation d'un lieu, d'un nom commun à un nom propre, ou vice-versa. Bon, de quoi s'agit-il avec ce conte? Alors, un petit peu avant Walpole, on reste au XVIIIe siècle, au début du XVIIIe siècle, le chevalier Louis ou Jean, ça dépend, il y a parfois un prénom, parfois un autre, de Mailly, M-A-I-2-L-Y, homme de lettres français et filleul de Louis XIV, avait fait paraître à Paris un texte donné comme traduit du persan qui s'intitulait Le voyage et les aventures des trois princes de Sarandip, qui est en fait la réécriture en français d'un texte italien de la Renaissance, c'est là évidemment que je suis dans mon élément, qui s'intitule Le Peregrinaggio di tre giovani figlioli del re di Serendipo, de Cristoforo Armeno, publié à Venise en 1557. En fait, c'est une réécriture en français de l'italien qui lui-même est une traduction du persan. Il y a un voyage linguistique de cette notion. En effet, le persan Sarandip est l'ancien nom en fait de l'île de Ceylan, aujourd'hui de Sri Lanka, dans le sud de l'Inde, au sud de l'Inde. Bon. On peut dire aussi peut-être que Walpole s'est inspiré de la traduction de la version française contemporaine. Il y a eu aussi une version anglaise à peu près à son époque. Mais bon, avant d'en venir au texte d'Arméno, c'est-à-dire le texte de ce traducteur arménien de la Renaissance à Venise, voyons ce que donne l'épisode auquel fait allusion Walpole dans la version française de Jean Mailly, version dont, semble-t-il, il s'inspire. Bon, alors ça raconte en fait cette affaire les aventures de trois princes, fils de Jaffer, le philosophe roi de Serendip, ou plutôt de Serendip, ça dépend. Au début de l'histoire, il rencontre un conducteur de chameau, qui est donc devenu mule chez Horace Walpole, qui a perdu un de ses chameaux, et donc ça donne ceci. Un conducteur de chameau, oui, alors ces jeunes princes qui avaient remarqué dans le chemin les pas d'un semblable animal lui dirent qu'ils l'avaient rencontré, afin qu'il n'en doutât point. L'aîné des trois princes lui demanda si le chameau n'était pas borgne, le second interrompant lui dit qu'il lui manquait une dent, etc. Or, le chameau demeure introuvable, et lorsque le chamelier retrouve les princes, ceux-ci lui donnent encore des indications sur son animal. Il portait par exemple une dame enceinte sur lui, sans les trop, le chamelier n'en peut plus, il les accuse de vol et ils sont arrêtés. La nouvelle vient aux oreilles de l'empereur, qui les fait comparaître, un peu à regret, les menaces de mort, sauf s'il rend la bête, et les princes de continuer de clamer leur innocence. Un peu plus tard, un voisin du chamelier trouve le chameau perdu. L'empereur est tout heureux, il libère les jeunes gens, mais leur demande comment ils ont si bien su décrire le chameau, puisqu'en fait ils ne l'avaient jamais vu.
il désira savoir comment ils avaient pu donner des indices si justes d'un animal qu'ils n'avaient pas vu. Ces princes, voulant le satisfaire, l'aîné prit la parole et lui dit « J'ai cru, Seigneur, que le chameau était borgne, en ce que, comme nous allions dans le chemin par où il avait passé, j'ai remarqué d'un côté que l'herbe était moins rongée et beaucoup plus mauvaise que celle de l'autre où il n'avait pas touché, ce qui m'a fait croire qu'il n'avait qu'un œil, parce que sans cela, il n'aurait jamais laissé la bonne pour manger la mauvaise. » Voilà, je me borne à cela. Fort bien, pourrait-on dire, mais en somme, c'est ici une simple observation. La part de hasard semblant plutôt résider à première vue, avant tout dans la dimension vagabonde du périple des héros, c'est des aventures. Cela étant, on peut dire aussi, pour un peu corser les choses, qu'à l'idéal ancien, une connaissance des effets par les causes, qui est encore valable selon le paradigme aristotélicien qui est toujours en vigueur dans l'enseignement universitaire de l'époque. Ça donnerait donc le chameau était borgne, c'est la cause, ce qui explique l'herbe mauvaise seulement broutée d'un seul côté de la route. Le roman de Séréndipe substitue l'intuition d'une possible connaissance des causes par les effets, ce qui donnerait ceci logiquement. L'herbe mauvaise a été seulement broutée d'un seul côté de la route, c'est l'effet, donc c'est la faute d'un animal borgne. On remonte ainsi par induction aux causes de faits inattendus et d'abord inexplicables, le hasard donnant l'occasion à la sagacité humaine de s'exercer a posteriori. Maï, en fait, ne suit sa source, donc, se nommait Cristoforo Armeno, arménien, mais bon, avec un nom italien, qu'au tout début de sa traduction. Après, c'est vraiment une réécriture, c'est ce qu'on appelle à l'époque une belle infidèle. Alors, cet Armeno est un obscur traducteur qui a existé, semble-t-il, mais en fait, c'est peut-être le prénom, c'est encore contesté et discuté de l'éditeur vénitien du texte, Tramezzino, versé également dans les langues orientales d'ailleurs, et qui publie donc ce texte en 1557, en s'inspirant donc d'un motif oriental populaire que l'on retrouve dans nombreux textes anciens, hébreux, arabes, indiens, et qui s'est transmis tantôt de manière autonome, tantôt enchâssé à l'intérieur d'autres fictions. Par parenthèse, cette nouvelle est tout à fait emblématique de la circulation qui a lieu à la Renaissance entre Orient et Occident à cette époque-là, avec Venise comme plaque tournante de ces échanges. Le récit de l'exil des trois fils du prince de Séréndipe et de leur déduction ingénieuse ne constitue chez Armeno que le prologue. Prologue de leur rencontre en fait avec le roi Behram, c'est un roi qui s'appelle Bahram V, historiquement souverain sassanide d'une dynastie iranienne du IIIe siècle. Bon, alors Bahram en question se fait raconter des histoires, dont celle-ci, c'est une sorte de, de modèle de récit emboîté. Alors on pense immédiatement aux Mille et une nuits, dont on connaît la traduction au XVIIIe siècle, là en France, dans le Galant, mais le modèle majeur dans l'Italie de la Renaissance, c'est celui du Décaméron de Boccace. Et cet emboîtement et ce récicage, on appelle ça en italien cornice, c'est à peu près ce qui prévaut ici. Alors, je vais mettre l'accent sur quelques traits du texte italien maintenant. Le verbe avenire, advenir, autrement dit, souvent en début de phrase dans le dit texte, est un opérateur remarquable d'une écriture, pourrait-on dire, de l'événementialité, ponctuant toutes les réorientations du récit par avvenne che, il advint que, ou or avvenne che, or il advint que. Ainsi, les princes accusés du vol du chameau ne doivent leur salut qu'à une coïncidence heureuse. Vous avez un extrait là, avvenne fra quel mezzo, che uno è vicino, etc. C'est-à-dire, il advint qu'entre-temps, un voisin du chamelier, parti traiter ses affaires, retrouvait sur la route l'animal égaré. On retrouve aussi en abondance, mais ça c'était déjà présent chez Boccace, le terme italien caso, qui signifie le cas en fait, ce qui choix de cadere en latin. Bon, c'est là une sorte de maniérisme littéraire, on est presque dans une période qui avoisine le baroque, dans la manière et la narration, puisque d'une certaine façon, si vous voulez, il y a un côté un peu fortuit aussi de l'écriture elle-même. Voilà. Bon, et par conséquent, le lecteur est conduit à une lecture à soya gambade, pour reprendre l'expression de mon père. Bon. Alors,
on va continuer maintenant et remonter le temps avec un polygraphe compilateur un peu touche-à-tout, puisque je parlais de la période baroque, du tout début du XVIIe siècle et de la fin du XVIe. Béroald de Verville, très grand lecteur de Rabelais et de Montaigne en particulier, qui va lui aussi s'inspirer de notre arménien, Arméno, pour composer ce qui s'appelle en fait, là c'est un titre un peu tronqué, le titre entier c'est L'histoire véritable ou le voyage des princes fortunés, en 1600, ce qui paraît en 1610. Pardon, excusez-moi, je dois faire un petit truc là pour voir où j'en suis. Voilà. Alors, il y a un avis au lecteur, avis aux beaux esprits, où Béroald dit qu'il doit cette histoire à un nommé Monsieur Ledigne, mais il ne cite pas explicitement le comte de Serendip d'Arméno. Une thèse récente, soutenue à Tours en 2018 par une de mes jeunes collègues, a montré qui était ce Ledigne, et lequel Ledigne évoquait des lectures justement orientales, donc vraisemblablement tout cela est fondé en raison. Bon. Sur la couverture, lorsque vous regardez l'intitulé, œuvre stéganographique. Bon, qu'est-ce que c'est que ce drôle de mot? Eh bien, c'est repris justement dans La vie au lecteur ou La vie aux beaux esprits. Voilà ce qu'écrit Verville, de cet étrange terme. Je dis que la stéganographie est l'art de représenter naïvement ce qui est d'aisée conception et qui toutefois, sous les traits épaissis de son apparence, cache des sujets tout autres que ce qui semble être proposé. Ce qui est pratiqué en peinture quand on met en vue quelques paysages ou corps ou autres portraits qui cependant mussent sous soi et cachent sous soi quelque autre figure que l'on discerne quand on regarde par un certain endroit que le maître a désigné. Et aussi s'exerce par écrit quand on discourt amplement de sujets plausibles, lesquels englobent quelques autres excellences qui ne sont connues que lorsqu'on lit par le secret endroit qui découle les magnificences occultes à l'apparence commune. Ce qui renvoie, d'un côté, à l'art de la cryptologie, qu'a notamment développé un dénommé Jonas Trithemius, qui est un bénédictin allemand du XVe siècle, mais pour nous, ce à quoi ça renvoie d'une manière un peu plus connue, c'est évidemment à la pratique de l'anamorphose picturale, ici avec versant littéraire. J'ai lu ça parce qu'à première vue, rien ne semble plus contraire à l'idée d'aléatoire que celle d'un ordre secret. De fait, le dit Béroald de Verville a frayé avec l'alchimie, comme on va le voir. Autrement dit, à ce modèle que l'on voyait se dessiner de la sérendipité, vient presque s'opposer quelque chose comme un modèle beaucoup plus vertical, beaucoup plus paradigmatique, une lecture secrète d'une certaine manière. Bon, pourtant, dès le début des entreprises, alors je cite le terme, en fait, je le reprends à Béroald, parce qu'il est également intéressant, cet auteur, parce que justement, il scande ses narrations par des termes qui sont sans qualité du point de vue des poétiques habituelles. Alors, habituellement, on a chapitre ou des choses comme ça, si vous voulez. Là, on a entreprise, dessin, et puis plus tard, on aura rencontre. Enfin, dans un texte antérieur, j'y reviendrai plus tard dans mon propos. Enfin bref, ce sont diverses entreprises, elles-mêmes divisées en dessins. Le narrateur, qui est aussi de temps en temps d'ailleurs personnage, ça, le modèle est rabelaisien en particulier, appartient à un groupe de curieux, qui est un groupe de lettrés, qui rencontrent au début du roman les fortunés, c'est-à-dire les aventuriers, et ils confessent, et bien que par aventure les paroles que j'en retracerai fussent de petite apparence, si est-ce que, toujours est-il que, sous l'humble écorce de ma façon de lire, on verrait tant relire de beauté. Vous avez donc la concurrence de deux modèles finalement, et d'écriture, de poétique si on peut dire, et également de lecture possible, d'herméneutique, c'est-à-dire par aventure l'aléatoire, et puis de l'autre côté, quelque chose comme finalement, eh bien, ça peut relever d'une grande tradition qui s'origine dès les stoïciens, qui est repris par les pères de l'Église en particulier, qui est la lecture allégorique, ou conforme au modèle allégorique. En fait, Béroald ne fait qu'entériner un mouvement de déstabilisation de ce modèle allégorique vertical, si vous voulez, qui a subi des coups de boutoir tout au long de la Renaissance européenne. Le prologue du Gargantua, par exemple, de Rabelais en est une attestation assez remarquable. En fait, les grilles programmées de type justement paradigmatique commencent un petit peu à s'ébranler, si l'on peut dire, au profit de modèles d'interprétation, il faut bien dire, plus horizontaux, excusez-moi. Bon. Voilà.
D'ailleurs, dans l'épisode qui lui correspond ici, hein, c'est l'entreprise seconde Dessin 4, je crois que c'est bon, c'est après, voilà. La mule chameau devient un chrysophore. Hein, voilà encore un nouvel avatar de l'animal. Chrysos, hein, c'est donc l'or hein, en grec, animal hybride, porteur d'or, comme l'indique son nom, en référence donc au grand œuf, c'est-à-dire à la pierre philosophale. Et il est né d'ailleurs dans l'île de Kimalé, Alchémie. Donc voilà. Bref. Alors, quelques mots encore sur cet étrange objet. Le premier titre d'Histoire véritable fait référence aux histoires véritables de Lucien de Samosate, hein, auteur très très prisé de cette Renaissance française et européenne. Et c'est justifié aussi par l'itinérance hein, des protagonistes fictionnels dans un archipel représenté par une carte imaginaire qui est donnée dans l'ouvrage à la suite de la table des matières. Donc modèle de la navigation cette fois-ci, hein, qui va ne dominer que les deux premières entreprises, mais qui va, disons, auquel va correspondre une sorte d'ordre aléatoire, ce qu'on appelle l'ordo artificialis dans les poétiques du temps et après, c'est-à-dire quelque chose qui se désigne comme aléatoire en quelque sorte. Hein. Voilà. Au début du récit encore, les curieux, dont le groupe dont fait partie le narrateur, manquent l'occasion de trouver la route conduisant à bon port et repartent aussitôt. Mais le narrateur, un peu plus tard dans le roman, dans la lecture, déplore d'avoir raté le coche, si je puis dire, hein, c'est cette citation-là. Ah, si dès cet heureux instant, nous eussions reconnu ce que nous avions rencontré, et que nous eussions pu discerner le bien qui s'était offert à nous, ou que dès lors notre âme eût été capable de ressentir la vérité qui se présentait à nous au commencement de notre fortune, nous n'eussions pas si longtemps et incertainement suivi le vain pourchasse où les apparences nous poussaient, etc. Ainsi, le kairos, qui est une notion qui nous intéresse aussi, occasion en latin, occasion en français, hein, n'advient pas toujours. C'est l'échec, finalement, qui est ici consacré, de la serendipity, soit du lien entre rencontre et reconnaissance. Alors, je m'autorise un petit peu de publicité, hein, parce que ce sont deux termes qui sont un peu chers. Je les ai étudiés chez Montaigne pour ma part. Évidemment, c'est presque une sorte de chaîne anthropologique, pourrait-on dire, et également littéraire. Et ils sont très fréquemment co-présents dans bien les textes du temps, avec des valeurs, d'ailleurs, pour reconnaissance, c'est à peu près, le spectre sémantique qui est celui d'aujourd'hui. Pour rencontre, c'est un peu différent, et c'est celui-ci qui va nous intéresser. Hein. Parce qu'on s'en doute bien, preuve en est, hein, on n'a pas attendu Walpole pour expérimenter quelque chose comme la serendipity. On n'avait pas le terme, évidemment, on faisait l'expérience. On peut même dire que dans le moyen français, le mot rencontre est un peu l'équivalent, en fait, de serendipity en anglais. Bon, pourquoi? Eh bien, je pars juste de Verville. D'ailleurs, vous voyez, des collègues m'ont fait l'amitié, un jeune collègue m'a fait l'amitié de travailler justement sur la rencontre à la Renaissance. La contingence créatrice, ça vient de sortir à la rencontre comme matrice littéraire. Bon, chez Verville, je parlais tout à l'heure de dessin et entreprise, le mot rencontre a été principe de subdivision d'un ouvrage antérieur au voyage des princes fortunés qui s'appelle Le cabinet de Minerve, hein, qui est paru en 1597. Et par ailleurs, ce qu'il faut dire, c'est presque plus important encore, si le terme a une telle popularité, c'est parce qu'il a un spectre sémantique pour le coup beaucoup plus large qu'aujourd'hui. On trouve par exemple, évidemment il y a la rencontre amoureuse, amicale, la rencontre des atomes, bien sûr, là on revient à l'atomisme, hein, le clinamen, hein, c'est un peu comme ça qu'on traduit parfois en français, le clinamen de Démocrite et d'Épicure. Mais il y a aussi une acception militaire extrêmement précise qui n'est ni la bataille ni l'escarmouche, hein, bon ça disparaîtra peu à peu de notre vocabulaire. Et puis, c'est le plus intéressant pour nous, ça ne regarde pas seulement les choses, ça regarde aussi les mots, parce que la rencontre c'est aussi la réminiscence, la trouvaille heureuse, le mot d'esprit, hein, ce qu'on appellera plus tard le witz, hein, le mot d'esprit, la sagacité justement. Autrement dit, ça joue sur tout l'éventail et ça concerne mots et choses, hein, si proches et voisins, comme l'a montré Michel Foucault dans La prose du monde, dans Les mots et les choses. Bon, on comprend alors que le terme soit cardinal chez Montaigne, puis chez son lecteur Verville, hein, il y a 122 occurrences dans le voyage, où il se substitue finalement au caso de Boccace dont je parlais tout à l'heure, et plus largement dans la littérature en prose de cette seconde moitié de Renaissance. Alors son caractère plastique, sa part réaliste, suggère cependant que les vérités se rencontrent non dans le savoir figé de l'encyclopédie, non de manière programmée, mais dans la sagesse vive de l'aventure, comme de l'existence, pourrait-on
vous dire. Il y a une forme de vitalisme qui sommeille, si l'on peut dire, qui est à l'horizon de ce terme, qui est, je crois, intéressant pour notre notion. Enfin, pour terminer, on va revenir peu à peu vers Walpole, excusez-moi ce parcours un peu en zigzag, bon, en spirale, enfin, je ne sais trop, avec un ouvrage ultra célèbre, le plus célèbre de tout cela, tous ceux que je présente, que Walpole voulait connaître aussi, soit le Zadig de Voltaire, voilà, Zadig ou la destinée de 1748, et son chapitre 3, le chien et le cheval, où interviennent des scènes introduites d'abord par un jour, puis par une bizarrerie ordinaire de la fortune, chez Voltaire, qui concerne la chienne de la reine, puis le meilleur cheval du roi, que le héros, sans les avoir vus, décrit, ce qui jette le soupçon sur lui à son tour. Accusé de vol, il s'explique au juge. Alors, bon, qu'est-ce qu'on voit là? Je vais vite. J'ai vu sur le sable des traces d'un animal et j'ai jugé aisément que c'était celle d'un petit chien, des sillons légers et longs imprimés sur de petites éminences de sable entre les traces de pattes m'ont fait connaître, etc. Bon, bref. Alors, ce texte de Voltaire va inspirer à Cuvier de se référer à ce que Huxley, l'auteur du Meilleur des mondes, grand zélateur de Darwin, appellera la méthode de Zadig. Bon, Cuvier souhaite désigner ainsi la particularité des méthodes de la discipline qu'il entend fonder, la paléontologie des vertébrés. Il cite Zadig dans ce discours préliminaire de ses recherches sur les ossements fossiles des quadrupèdes de 1812 pour illustrer la manière dont on peut reconstituer et identifier des animaux disparus. Aujourd'hui, quelqu'un qui voit seulement la piste d'un pied fourchu peut en conclure, dit-il, quel est l'animal qui a laissé son empreinte. La démarche de Zadig, si on regarde du point de vue épistémologique, est une démarche inspirée par le développement de l'histoire naturelle, et Voltaire l'oppose clairement, dans un esprit très swiftien en fait, aux recherches académiques qui reposent, elles, sur calcul et hypothèse. On est toujours un peu en marge, finalement, de la raison raisonnante, si je puis dire. Bon, le déchiffrement des indices, qui est une méthode conjecturale de reconstitution de totalité à partir donc d'un fragment, donc de fragments, relève d'une forme particulière d'induction, j'ai cité le terme, que Peirce, le sémioticien, le sémiologue, va nommer abduction, soit le processus de l'imagination d'une hypothèse explicative, ou encore une inférence logique qui asserte sa conclusion de façon seulement problématique. Bon, ça c'est repris entre autres par Umberto Eco dans Les limites de l'interprétation. On a le texte ici, dont la traduction française est de 1992. J'ai presque fini. C'est encore à la même époque, par Zadig, même époque qu'Eco, que la traduction française, donc le texte d'Eco qui est de 1987 dans sa version italienne, que passe le grand historien Carlo Ginzburg dans son Racine d'un paradigme indiciaire. C'est dans un ouvrage qui est reparu chez Verdier, un éditeur de la Grâce, Mythe, trace, emblème, morphologie et histoire, pour figurer la méthode propre aux sciences humaines, selon lui, en mettant en relation les travaux de l'historien de l'art Morelli, la création de Sherlock Holmes et l'invention de la psychanalyse. Une méthode qualitative, autrement dit, définie comme indiciaire et conjecturale, d'interprétation d'écarts, de faits marginaux, de détails, de traces, qui reconduiraient, selon Ginzburg, c'est son hypothèse forte, des pratiques synégétiques et divinatoires ancestrales que les pratiques culturelles auraient en quelque sorte recouvertes. Outre que alors il y a donc deux versants à ce paradigme indiciaire de Ginzburg, il y a un versant divinatoire et un versant synégétique, celui qui nous intéresse le plus ici. La divination, elle, renvoie à l'atmosphère orientale de nos contes, également présent dans Zadig, vous l'avez vu. Et d'ailleurs, Ginzburg rapproche son paradigme indiciaire de ce qui s'appelle la fisara, l'art de la physionomie arabe, capacité de passer du connu à l'inconnu en s'appuyant sur des indices. Mais je vais dire un petit mot de la chasse, qui est déjà très présent dans le texte de Cristoforo Almeno et dans nombre de nos textes, au moins sous la forme, disons, de fragments et d'extraits. Ce qui me paraît intéressant ici, c'est que la serendipity permet le remplacement, donc, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, des modèles herméneutiques de type allégorique, donc verticaux, par un modèle franchement empirique, lié au plan d'immanence. La chasse, il n'y a pas mieux que ça, horizontale, si on débarrasse celle-ci d'ailleurs de toute dimension divinatoire, parce qu'elle peut croiser bien évidemment la divination. Alors pour résumer, avant de laisser la place à l'éminent Max, cette sérendipité, vous voyez, à ce stade, apparaît comme la capacité humaine à s'étonner, à prêter attention, elle ouvre les portes à la créativité, elle est liée d'ailleurs à l'imagination, à une part effectivement d'inventivité.
Le hasard joue son rôle, mais également la disponibilité humaine. En fait, c'est une sorte de hasard consenti, d'une certaine manière, qui est en jeu. Elle tient aussi un peu en arrière-plan de la révélation, de l'illumination, bref, de ce qui fait l'économie, de la lourdeur, de la causalité. Merci. Si tu veux, oui, le temps que je mette... Le temps de mettre en place le diaporama de Max Lafontaine, si vous voulez poser une ou deux questions. Olivier ayant strictement respecté le temps dont on avait parlé. Ça m'intéresse. Personne ne veut intervenir. Max, donc tu es prêt. Ah, oh, si tu veux, oui, éventuellement. Ouais. Tu veux pas le résultat. Attends. Celui-là, Il marche, mais il va se désactiver. oui, non, mais il a de la réserve, 4 heures. Je vais essayer de faire plus court. Bon, bonjour à tous. Bien écoutez, on a eu une excellente introduction par notre ami Olivier et moi, donc je vais rentrer dans le feu de l'action et vous parler, si vous voulez, le hasard de la découverte en biologie et médecine. Donc, et en appuyant sur quelques exemples, si vous voulez. Alors, bon, parmi les références, il y a un auteur extraordinaire qu'il ne faut pas oublier, c'est Claude Bernard, le physiologiste. C'est Claude Bernard, si vous voulez, il a élaboré toute la méthode expérimentale. Son bouquin est extraordinaire, et pour un physiologiste qui était ma culture primaire, il n'y a rien à enlever. Alors il faut remarquer, donc, il affirmait déjà, le grand principe est donc que dans des sciences aussi complexes et aussi peu avancées que la physiologie, il faut se préoccuper très peu de la valeur des hypothèses ou des théories. Parce qu'à ce moment-là, les théories, il flottait pas mal de choses folkloriques. Et en réalité, il dit d'avoir toujours l'œil attentif pour observer tout ce qui apparaît dans une expérience, une circonstance en apparence accidentelle et inexplicable peut devenir l'occasion de la découverte d'un fait nouveau. Eh bien, ça, je vais vous convaincre que c'est une démarche tout à fait intéressante et une intention intéressante. Alors, les découvertes et les inventions liées au hasard, quand vous allez dans la littérature, dans tous les domaines, vous avez des tas de choses. Et alors, les découvertes liées au hasard, là aussi on va parler de sérendipité, c'est dans des domaines extrêmement divers. Il y a des choses qui sont faites par pur hasard, par accident, par erreur, par inadvertance, par maladresse, par mégarde, par négligence professionnelle. Tout y est. Le vrai problème, c'est qu'il faut détecter qu'il y a eu une blague et qu'éventuellement les choses n'ont pas bien marché. Mais sinon, c'est extrêmement vague. Et une chose, dans le fondateur de la sociologie des sciences que nous a évoqué Olivier, Merton. Merton, c'est un très grand sociologue. La science est définie par 4 normes éthiques et on peut y rester. L'universalisme, le communalisme, le désintéressement et le scepticisme organisé. Je vous signale que ça, on peut y être tout à fait actuellement avec, hélas, beaucoup de dérapages. Mais déjà, donc, Merton, dans sa réflexion, il avait déjà signalé donc, que à ses collègues, il avait proposé donc, le serendipity pattern pour caractériser la méthode empirique en soulevant la question du rôle du hasard dans la découverte. Pourtant, c'est un rigoureux de l'éthique des sciences. Et donc, il signalait, je vous le détaille pas, il a reformulé. Bon, on nage dans la sérendipité, je ne vais pas trop laisser traîner parce que je n'ai pas lancé mon chronomètre. Donc, la sérendipité, découverte scientifique. Alors, la sérendipité, elle ne commence pas nécessairement par une hypothèse, si vous voulez, ou un plan. Alors que dans la formation des jeunes, on le structure bien en disant on doit se structurer la pensée, etc., les hypothèses, les plans de travail. Eh bien, ouais. Mais elle peut être considérée comme une quête à l'aveugle par certains. Et vous verrez qu'il y a eu pas mal de débats là-dessus. En fait, c'est le fait de réaliser une découverte scientifique, si vous voulez,
à la suite d'un concours de circonstances fortuites et dans le cadre d'une recherche qui éventuellement va nécessiter un tout autre sujet. Bon, alors vous voyez, ça fait pas sérieux, quoi. Ça fait de la recherche à l'aveugle. Et d'ailleurs, dans le monde scientifique, ça ne baignait pas tellement. Et dans les années 40, 50, etc., il y avait, si vous voulez, la sérendipité va alimenter un débat majeur. Vous avez vu, c'est un terme qui n'était pas reconnu par l'Académie, etc. Et en réalité, c'est un débat majeur au sein du monde scientifique. En réalité, entre les partisans, si vous voulez, d'une science libre, autonome, les libertaires du moment, parce que c'était un moment où la science, éventuellement, on pourrait faire de la science en liberté, sans être canalisé par rapport, si vous voulez, à ce qu'on va voir fleurir, qui est ce qui défend de la science dirigée, planifiée, formatée. La belle science que nous vivons maintenant, les contrats de l'ANR, l'Association nationale de la recherche scientifique, où on vous demande, vous allez faire de la recherche sur des choses que vous devez déjà avoir vues, des projets européens qui sont totalement kafkaïens dans leur formulation. Alors ça veut dire que c'est deux mondes qui se télescopent très sérieusement. Et bon, reconnaître la part de créativité dans la recherche scientifique. À partir du moment où on va commencer à vous lire et on va vous évaluer sur les 3 ou 4 choses que vous avez publiées avant, les jeunes ont des difficultés à rentrer dans la recherche actuellement, parce que justement, la canalisation tue la créativité, et éventuellement, je pense que la recherche et les chercheurs ont un besoin de liberté qui fait défaut actuellement. Alors, il y a des gens qui ont essayé de caractériser, de faire la typologie de la sérendipité. Vous avez Marc Leron, qui est un ethnographe de Cambridge, eh bien, il parle de la structure de la sérendipité. Il y a la découverte par hasard de ce que l'on ne cherchait pas. Donc pour lui, ça c'est la sérendipité. Je vais vous en donner un exemple. Le plus bel exemple, c'est la découverte de la pénicilline. Il y a aussi la découverte d'autres choses que l'on cherchait grâce à un concours de circonstances favorables. Ça, je vous donnerai un exemple là-dessus. C'est ce qu'on appelle aussi la vraie sérendipité. Il y a eu plein de découvertes. Dans le domaine du médicament, vous avez eu les sulfamides antibiotiques, l'aspirine, le Coca-Cola, le Viagra, l'environnement, la clonidine, plusieurs édulcorants. Et enfin, il y a la découverte, grâce à un concours de circonstances favorables, de ce que l'on cherchait. C'est la pseudo-sérendipité. Charles Nicholl, qui a découvert la toxoplasmose, par exemple, la découverte du bacille de la peste. Ils y étaient presque, mais il fallait faire juste un petit pas de côté que tous les chercheurs n'avaient pas fait encore. Éventuellement, il y a des travaux sur la structure de l'ADN. Voilà l'affaire. Donc, le fait de trouver au hasard un résultat insolite ou qui est dans le contraire de ce que l'on attendait, c'est pas suffisant. Le chercheur, il ne va pas s'amuser là. Je peux vous dire que j'ai eu l'occasion de bénéficier de tel état de fait. En réalité, déjà, il faut commencer à se convaincre de l'intérêt de la chose. Parce qu'une découverte qui vous surprend trop, la surprise peut être telle que vous allez jeter l'éponge. Vous avez peur de faire une blase. Il faut être capable d'envisager des développements futurs éventuels. Il faut décider si l'événement peut être plus important que l'objet originel recherché. Et donc, autrement dit, selon le clinicien Ellis MacDonald, il disait un directeur de laboratoire finalement, mais ça doit être un aventurier de l'inconnu. Et là, c'est l'inconnu, on vous demande et on vous le jalonne tellement que l'aventure s'estompe et l'inconnu devient de plus en plus difficile. Toutes ces conditions préalables pour poursuivre ces recherches et convaincre ces bailleurs et les bailleurs de fonds, parce qu'on va aller chercher des sous pour faire de la recherche. Et alors, autrement dit, si vous partez sur un endroit qui leur paraît un peu scabreux, vous êtes foutus. Vous n'aurez jamais les fonds. Donc, autrement dit, la découverte au hasard, il faut se la structurer, se la contextualiser astucieusement, sinon ça ne passe pas. Vous n'avez pas les crédits. Si vous n'avez pas les crédits, vous êtes vraiment mauvais après l'échéance. Alors, la reconnaissance attribuée à la sérendipité dans les milieux scientifiques, elle a été variable. Première des choses, vous allez le comprendre, si l'on hypertrophie le rôle du hasard, de la chance dans la découverte, oh là là,
ne risque-t-on pas de minimiser ou d'occulter le rôle de la sagacité du découvreur? Et donc, une grosse baffe pour l'ego du découvreur. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous le savez bien. Les stratégies de contournement. On va enjoliver les voies qui vous conduisent à la découverte de façon à bâtir un petit storytelling sympathique où vous allez être brillant, intelligent et créatif. Et c'est ce qui nous arrive dans les histoires, dans les livres, plein de choses que l'on lit. C'est dans l'intimité des rencontres, des fois dans les congrès, qu'on découvre des gens qui vous racontent vraiment comment ils ont trouvé leur affaire. Et ça, c'est très intéressant. Donc, autrement dit, c'est une chose importante. Et dans le mot sérendipité, ça continue à alimenter le débat, c'est ce que je vous disais au début. Les chercheurs libertaires partisans d'une science libre et autonome, dont je fais partie, et les planificateurs, partisans forcenés, planificateurs et évaluateurs. Quand vous êtes chercheur, vous allez évaluer tout un tas de projets de gens. Et vous êtes mal à l'aise parce que les plus aventureux, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas les aventuriers. Et donc c'est très difficile. Alors là, je vais vous donner juste quelques exemples dans le domaine biologique et médical. La pénicilline, le bupropion, le Viagra. Une aventure personnelle, il faut éventuellement, vous allez voir, parce que j'y tire un peu parce que ça a été la base de toute ma carrière. Sur un truc de sérendipité et un paradoxe total qui a manqué me faire rejeter du laboratoire. Donc j'y tiens beaucoup, c'est intéressant. Et enfin, j'évoquerai un peu la sérendipité 2.0, c'est-à-dire celle à laquelle on arrive maintenant via Internet, etc. Alors tout d'abord, la pénicilline, bon, j'y passe vite parce que vous connaissez l'histoire. La pénicilline, c'est l'observation. Ici, vous avez le petit schéma, voilà. La découverte, ils avaient laissé traîner des boîtes au laboratoire, ils étaient partis en vacances, ils sont rentrés et ils ont vu que les cultures de staphylocoque, il y avait des dégâts. Il y avait un tueur, un champignon tueur. Donc ça a été une observation tout à fait intéressante, mais Fleming, après, il n'a pas très belle observation, mais la découverte, donc, typique par sérendipité et accident, et bien ensuite, ne pas oublier que toute la belle histoire, ça a pris 10 ans, et il a fallu rencontrer les gens sérieux, les pharmacochimistes qui vont synthétiser la molécule. Vous savez que c'est une molécule, bon, il faut la faire, pardon. Elle n'est pas c'est extrêmement sympathique, vous voyez, il y avait quand même un petit travail de chimie à faire là-dessus. Et donc ces gens-là, ils ont fait le premier essai clinique en 1941, et justement, pendant la guerre, il y a eu quand même déjà une utilisation de la pénicilline, et ça a sérieusement sauvé des gens. C'est pour ça que finalement, dans le prix Nobel qui va être attribué à la découverte de la pénicilline, il y a le sérendipitiste qui a découvert, et il y a les chimistes. C'est pour ça qu'on retrouve dans le prix Nobel de chimie qui a été attribué, eh bien, ce travail horizontal entre le découvreur aléatoire et les chimistes. Donc ça, c'est une belle histoire, et c'est celle que l'on nous remet tout le temps, mais c'est un très bel exemple. La deuxième chose, celui-là je vous en parlais, c'est le bupropion. Alors le bupropion, ça a été le Ziban. C'est pour aider les fumeurs. Alors au départ, ils étaient à la recherche d'un agent antidépresseur. L'antidépresseur, c'est de moduler, vous savez, dans les neurones, voici une synapse ici, donc il y a la zone présynaptique, la zone postsynaptique, et dans un neurone qui libère de la dopamine, il y a une recapture de la dopamine qui se fait, si vous voulez, et qui éventuellement va priver le neurone postsynaptique de signaux. Et donc, le Ziban, si vous voulez, c'est un inhibiteur de la recapture, ça fait cracher de la dopamine, et donc c'était sympa comme antidépresseur. Mais chose intéressante, et observation des cliniciens, ils vont se rendre compte, si vous voulez, que beaucoup de gens qui avaient été suivis à ce traitement, non seulement ça allait mieux du côté de la dépression, mais en plus ils avaient arrêté de fumer. Donc ça, c'est pas une petite histoire. Vous savez que la lutte contre le tabagisme, on était en plein dedans, et du coup, repositionnement de la molécule
pour éventuellement en faire une molécule pour empêcher les gens de fumer et donc qui soulage les symptômes de sevrage, de l'arrêt de la tabagie ou autre. L'autre exemple que je voulais vous donner, quand même vous en avez entendu parler, c'est le sildenafil. Le sildenafil, en réalité, c'était une molécule qui essayait de bloquer cette enzyme qui dégradait le monoxyde d'azote. Le monoxyde d'azote, c'est un vasodilatateur. Donc, ce vasodilatateur, tout à fait intéressant, quand vous avez des corollaires fatigués, etc., sympa de leur faire un petit shoot au vasodilatateur. Et pour faire le shoot au vasodilatateur, vous bloquez l'enzyme qui dégrade le NO. Donc, belle histoire. Et bien sûr, dans les artérites, dans les maladies cardiaques, c'était un traitement tout à fait intéressant de l'angine de poitrine. Et donc, ça a été, il y avait des protocoles cliniques, etc., classiques. Et chose intéressante, et vous voyez que l'observation, c'est toujours particulier, les hommes, bon, il y avait des femmes et des hommes, mais parmi les hommes qui étaient inclus dans le protocole clinique, il y a eu apparition d'érections soutenues chez ces gens. Donc, autrement dit, immédiatement, les médecins ont été confrontés à cette interprétation et rapidement, Pfizer a pensé que peut-être ça allait être très intéressant, si vous voulez, d'avoir une molécule qui allait être une révolution dans le traitement de la dysfonction érectile. Et vous savez que Viagra a connu un succès phénoménal. Il y a 2 ou 3 copies du Viagra, mais ça continue à avoir un succès phénoménal. Donc, vous voyez, on passe sur un vasodilatateur. En réalité, cette application pour l'érection, c'est aussi un effet vasodilatateur quand même. C'est aussi l'effet vasodilatateur. Mais finalement, la balance a été focalisée et le calage au point de vue chimique, pharmacochimique, il a été fait, voilà. Donc, voilà 3 ou 4 exemples. Alors, je vais passer... Non, ça va, je suis dans l'état. Je vais passer rapidement à l'histoire personnelle de la sérendipité. Une histoire personnelle et solide parce que c'était le bon temps. Je venais de terminer mon service militaire, je reviens au laboratoire et donc liberté totale pour le choix de la thèse. Je parle de temps très ancien, comme vous le savez, pour ceux qui sont dans le domaine universitaire. Mon patron me dit, écoutez, vous faites le tour du labo, vous voyez si vous pouvez vous marier avec quelques équipes existantes et on va voir. Donc voilà, il m'a dit, le seul impératif, il ne faudrait pas faire une recherche trop coûteuse, déjà. Bon, alors, quête à l'aveugle, si vous voulez, je me suis lancé dans l'aventure. Je n'ai pas réussi à me faire un petit mariage avantageux avec les équipes préexistantes, parce que j'avais un fantasme qui me traînait. J'avais lu un bouquin qui m'avait beaucoup secoué quand on est jeune étudiant, vous savez, on a des emballements comme ça, et j'avais lu un bouquin extraordinaire qui s'appelle « Le stress de la vie ». Vous voyez, qui avait été écrit en 1956, donc je l'avais lu pendant que je faisais mes études de biologie, et c'était un bouquin passionnant puisque c'était le stress. Le stress, on en a à tous les coins de rue. Et donc, moi je me suis dit, tiens, le stress, il y a des trucs à faire. Il avait posé quelques points, quelques jalons sur les hormones du stress, adrénaline, noradrénaline, cortisol, et finalement, j'ai dit à mon patron, après avoir fait le tour, j'ai dit, tiens, monsieur, je vais travailler sur les hormones du stress. Ah, il me dit, oui, intéressant, mais moi, je ne connais rien. Non, mais j'ai dit, on va essayer, on va fouiller. Et qu'est-ce que vous allez faire? Mais j'ai dit, écoutez, pour pas que ça coûte cher, j'ai remarqué qu'au laboratoire, il y a un de mes collègues là qui il fait grossir des lapins. Il travaillait, il avait des lapins obèses. Je lui ai dit, écoutez, ça ne va pas coûter cher, il fout la graisse à la poubelle, moi je vais prendre la graisse et je vais commencer les mécanismes d'action des hormones du stress sur la graisse. Il me dit, la graisse, je vais en faire, ça n'intéresse personne, etc. Je vais essayer. Bon, et je fais cette manip, donc je prends des kilos de graisse, je vous fais grâce de toutes les manips, et là, une observation redoutablement paradoxale. Normalement, les hormones, adrénaline, noradrénaline, c'était écrit dans tous les livres, elles stimulent la vidange de la cellule graisseuse, c'est-à-dire elles stimulent la lipolyse, il faut vider les cellules graisseuses.
travaux chez le lapin. Et moi, j'arrive sur ce truc chez les lapins obèses. Je dis, monsieur, c'est bizarre. L'adrénaline, elle a l'effet opposé. Je vous fais grâce de l'histoire. Il a fallu que je refasse la manip au moins 40 fois pour qu'il commence à accepter que c'était quelque chose de ce premier tour. Donc, vous voyez qu'une observation comme ça. Bon, j'étais noyé dans le lapin obèse. Et alors, finalement, étant à l'hôpital, en relation étroite avec les chirurgiens plasticiens, je suis allé voir les chirurgiens plasticiens et je leur ai dit, est-ce que vous ne me donneriez pas de la graisse de femme, hein, beaucoup de chirurgie plastique chez les femmes, et à ce moment-là, c'était la lipectomie, on découpait des tranches de gras. Donc ils m'ont dit, si tu en veux, c'est 1 kilo, 2 kilos, pas de problème. Et du coup, j'ai fait une transition essentielle. J'ai quitté le lapin pour humaniser mes recherches. Parce qu'en effet, ça m'a posé la question, est-ce qu'il existait un autre récepteur à l'adrénaline? Est-ce qu'éventuellement, on était dans un système yin-yang de régulation, et ce phénomène, bien sûr, je voulais me sortir du ghetto du lapin, quoi, parce que c'était pas terrible pour aller chercher des crédits. Alors en réalité, voilà, je me suis intéressé à la graisse glutéo-fémorale des femmes. Donc j'ai poursuivi les Venus callipyges. Et puis tant que j'y étais, j'ai pris la graisse d'autres territoires du tissu adipeux. C'est essentiellement les travaux chez les femmes qui faisaient ces travaux-là. Et donc, ça a été un facteur déterminant, hein, vous voyez, un truc qui a créé un facteur déterminant pour la suite. Parce que, en réalité, eh bien, Eureka, je vais découvrir dans cette graisse des réactions similaires à ce que j'avais trouvé chez le lapin. L'adrénaline freinait la lipolyse. Et en même temps, au passage, comme j'avais pris des bouts de gras dans des verts territoires, ça a été même des choses intéressantes parce que, si vous voulez, j'ai découvert à l'occasion que la graisse elle est extrêmement hétérogène. Vous voyez, ça c'est la culotte de cheval sous-cutané, il ne réagit pas du tout à l'adrénaline. Ça c'est le sous-cutané abdominal qui répond un peu à l'adrénaline. Et ça c'est le tissu dans la cavité intra-abdominale. Donc, en même temps, une découverte importante qui n'était pas du tout à la mode, il y a eu 4 publications la même année sur ce sujet. On a découvert à 4 endroits différents la même histoire. C'est intéressant. Et d'ailleurs, c'est tous mes amis, on est restés en relation pendant très longtemps. Donc, vous voyez l'histoire de la découverte. Alors, j'ai regardé parce qu'il y a des problèmes. Est-ce que c'est notre récepteur? Parce que ça, c'était la grosse question. Alors, donc, il y a un récepteur qui est connu pour stimuler la vidange des cellules, qui était le bêta-récepteur. J'ai utilisé une drogue qui stimulait les bêta-récepteurs, et vous voyez que, bien sûr, ça marchait parfaitement sur les divers tissus. D'où l'hypothèse qu'il y avait un petit bug et qu'il y avait probablement un autre récepteur. Et donc, ça a été ce qui va guider l'affaire. En plus, j'ai réussi à mimer le freinage par des astuces expérimentales, redécouvrir le freinage extraordinaire, etc. Donc, à partir de ça, on a posé l'hypothèse qu'il y avait un autre récepteur par rapport au fameux récepteur bêta. Et là, je vous fais grâce de tout le reste, ça nous a conduit en réalité à 15 ans de travaux là-dessus, à découvrir ce récepteur. Ce récepteur, en plus, il était tout à fait intéressant, parce que c'était un récepteur, tout le monde croyait qu'il était normalement sur les neurones. Récepteur noble. La littérature disait partout, il existe un récepteur qui est sur les terminaisons nerveuses des neurones et qui freine la libération de noradrénaline. Et nous, on avait un récepteur qui freinait, mais qui freinait la lipolyse. Donc on a émis l'hypothèse que c'était peut-être le même récepteur qu'avait dans les neurones qui se trouvait sur le tissu adipeux. Banco, on avait gagné, si ce n'est que la publication de cette histoire, on a sérieusement souffert parce que ça faisait péter un paradigme qui tenait la route depuis 15 ans. Mais n'empêche que donc, on avait continué nos travaux, on a quantifié les récepteurs adrénergiques, tout ça c'est des technologies à mettre en place, et vous voyez bien que ce fameux récepteur-là, qui a été identifié comme étant un alpha de récepteur,
eh bien vous comprenez pourquoi les choses ne marchent pas bien. Le tissu fémoral, qui ne répond pas à l'adrénaline, il est bourré de récepteurs qui freinent, et il y a très peu de récepteurs qui stimulent, alors que celui qui répond le mieux, il a une proportion à peu près équivalente de récepteurs. Et donc, je vous fais grâce de tout ce qu'on a continué, mais vous voyez que le démarrage a été la sérendipité. Et alors, je suis revenu à les histoires des obèses ou autres, et aux tissus adipeux, et aux adipocytes hypertrophiés. Et bien sûr, on a découvert une très belle régulation physiologique, à savoir que ce récepteur apparaît quand on engraisse. Plus on garnit ces cellules graisseuses, plus le récepteur freinateur apparaît. Pas de chance, ça vous explique que pour se tirer l'affaire, il a fallu faire des solutions, et ça nous a bien sûr amené dans de nombreux protocoles dont je ne vous parlerai pas ici. Voilà pour la sérendipité. Alors maintenant, à l'heure du big data et autres, revenons à la sérendipité actualisée. Eh bien, notez cette affaire. L'ex-PDG de Google, il a dit que son Google, c'était une machine à sérendipité. Et c'est vrai, en naviguant sur le web, on trouve bien souvent ce qu'on ne cherchait pas. Vous vous êtes tous fait piéger avec des liens hypertextes, à vous retrouver dans une histoire qui n'était pas du tout la question initiale que vous étiez posée, et des fois ça fait votre bonheur. Pas toujours, mais éventuellement c'est un sacré système pour faire éventuellement des connexions, des découvertes au hasard. Et certains internautes croient, même ils aiment à croire que la sérendipité, elle peut bien déboucher là. Je crois que c'est vrai, via des liens inattendus ou incongrus. Mais vous savez ce qui vous arrive. En réalité, la logique marchande n'aime pas l'imprévisible. Et donc, autrement dit, si vous allez piocher un peu trop longtemps dans une direction, la logique marchande va canaliser votre attention et va vous enfermer dans une belle bulle. Vous savez ça, vous êtes tous les aguerris ici, vous savez les fameuses bulles, les bulles de filtre, filtrage de l'information, discrètement, à l'insu de votre plein gré, comme disait un grand coureur cycliste, eh bien, vous allez vous être piégé dans vos données connectées. C'est un état d'isolement intellectuel et culturel dangereux, les bulles de filtre. Je me souviens, pour avoir des discussions avec des gens, puisque dans Google, les premiers trucs qui vous arrivent, c'est le résultat de votre filtrage. Donc c'est une chose importante. Alors attention, votre sérendipité va être un peu canalisée. Enfin, quoi qu'il en soit, maintenant, on est à fond dans le travail et le traitement des données multiomiques. C'est-à-dire, on fait de la génomique, on fait de la transcriptomique, de la protéomique, tous ces systèmes-là, ce sont des mégasystèmes associés à des algorithmes qui permettent, si vous voulez, des filtrages, et finalement, on arrive à définir des profils phénotypiques intéressants. Vous savez que maintenant, sur certains types de cancers, on va définir le phénotype de certaines cellules, etc. Et on vous appliquera des traitements. Ça peut se faire dans la découverte de voies nouvelles, etc. Donc là, c'est extrêmement intense. Et c'est vrai que c'est un travail de compilation de données, un travail de brassage de ces réseaux-là. Et bon, dans ce domaine, regardez, à l'ère du big data, dans le domaine du cancer, par exemple, ce qui se fait. Vous voyez ici, on a découvert les protéines spécifiques qui codent les différents types de cancer, etc. Et on peut en tirer des prédictions de survie. Donc tout ça, c'est vrai que c'est une navigation astucieuse entre la sérendipité, les algorithmes, filtres, tri, etc. Vous sortez les candidats et les gens sérieux vont vérifier si ce candidat a du sens. C'est quand même, voilà, post-sérendipité, c'est deux choses associées. Donc ça, c'est extrêmement intéressant et important. Et alors, je vais conduire, et je vais terminer, voilà, dans le temps, probablement. La sérendipité exerce une fascination
certaine, parce qu'on va découvrir que c'est aussi un système, une affaire d'interaction. Hein, l'interaction dans de nombreux autres domaines. Autrement dit, au lieu de coincer tous les gens derrière leur écran, il est peut-être pas si bête que ça de les mettre en communauté. Et vous savez bien, que je vais citer cet exemple, Google, dans son campus à Bayview, hein, il a tout fait pour favoriser les casual collisions, les rencontres aléatoires entre ces divers collaborateurs, les diverses spécialités dans le domaine. Et Danone, ça j'ai eu l'occasion de le voir dans son centre, il a à peu près fait la même chose. C'est extraordinaire, hein? On redécouvre des choses qu'on pratiquait dans les labos il y a 30 ans. Hein, et que tout labo sérieux, géré, et le directeur de laboratoire qui est sérieux, gère les casual collisions entre le technicien, l'animalier, le chercheur brillant et le chercheur moins brillant. Eh bien, hein, en fonctionnement de porte ouverte, on redécouvre ces choses-là. Ça, c'est intéressant. Et vous savez qu'actuellement, il y a un gros débat entre le présentiel et le virtuel. Et à la suite du Covid, donc, on a eu plein de gens qui travaillent chez eux derrière leur écran, etc. Et il y a un résultat très provocateur qui est sorti dans Nature il n'y a pas très longtemps, mais que j'ai vu. Eh bien, l'interaction en face à face favoriserait plus la créativité que la somnolence derrière ces écrans. Quand même important, c'est une grosse question. Donc, est-ce que de temps en temps, il va falloir éteindre la caméra de l'ordinateur? Je n'en sais rien. Quoi qu'il en soit, voilà où on en est. Donc, perspective et question. Bien. Moi, ce que je dis à la fin, surtout, faut-il accepter une part chaotique dans le processus de la découverte, hein? Ou éventuellement, est-ce qu'on va en faire une méthode expérimentale que l'on fera circuler auprès des experts qui doivent faire le tri des projets, hein? Parce que c'est vrai, comment comprendre, hein, que l'on trouve aisément ce qu'on ne cherche pas, alors qu'on rencontre tant de difficultés à trouver ce que l'on cherche. Quand même un sacré dilemme. Alors, perspective et question, c'est tout. Hein. Peut-on imaginer enseigner la sérendipité, c'est-à-dire la différence entre les pensées convergentes et la pensée divergente, ou ne s'agit-il pas finalement l'embryon de démarche en favorisant la créativité, en la libérant des idées reçues, de la normalisation de la pensée préformatée? Mais ça, vous le savez. C'est-à-dire, hein, il y a des choses qui sont établies, et pour faire casser les paradigmes installés, ah ben là, il faut être bon, il faut y aller, il faut amener des preuves. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Et en conclusion, mais pour devenir un bon sérendipitiste, il faut un esprit préparé, c'est-à-dire, comme on peut le remarquer Pasteur, il faut un sens aigu de l'observation, il faut une résistance aux stéréotypes et aux certitudes. C'est ça le plus dur, parce que ça s'éduque pas bien. Et finalement, hein, de temps en temps, moi, ceux qui sont les plus résistants aux certitudes, c'est ce que l'on appelle vulgairement les emmerdeurs dans les laboratoires. Moi, j'ai eu des élèves brillants qui étaient des emmerdeurs notoires, si ce n'est qu'ils étaient brillants. Donc, autrement dit, il faut un peu gérer cette chose-là, et je crois que c'est important. Et en même temps, vous savez aussi, c'est des gens qui ont des goûts pour les sentiers battus, hein, les gens des circuits et des démarches parallèles. Et ça, c'est dur. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'argent pour ça. Parce qu'ils ne vont jamais vous élaborer un projet, ils n'ont pas un passé antérieur suffisamment, et on loupe, je crois, des découvertes là-dessus. Et enfin, il faut une bonne dose de courage pour affronter les dénigreurs et les détracteurs. Et je vous remercie pour votre attention et vous signale un bel exemple de sérendipité, quand même, au hasard, vous voyez. Einstein nous envoie un nombre entre 1 et 10, et bien l'autre qui lui dit 2, et c'est parti. Et vous voyez que ça a été une belle expérience de sérendipité. Je vous remercie pour votre attention. Merci Max. Même remerciement qu'à Olivier. Vous avez parfaitement tenu votre temps, ce qui nous laisse la possibilité de vous interroger et de poser toutes les questions.